C'est le genre de joueur qui rendait fou ses adversaires. Un gaucher à la main innée, aux doigts de fée. Sa raquette, c'était sa baguette magique. Il a été le mal-aimé avant de devenir le héros du public français. C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi, ça a changé ma vie. Ils m'ont tellement humilié, que moi je suis tellement arrogant, j'ai une forte personnalité que je voulais pas non plus accepter. Le public a été terrible. Même le public comprend pas à ce moment-là. Non, le public comprend pas, toi. La personne la plus dangereuse dans cette équipe de France, c'est Henri Lecomte. Comme un combat de boxe, c'est un combat de boxe le tennis. Mort sur cette même piste d'Ayrton Senna. À plus de 300 km/h, le pilote de la Williams tire tout droit dans la courbe de Tamborello. Il est d'une gentillesse, d'une générosité et d'une humilité incroyable. C'est un public qui peut vraiment te booster, t'emmener au plus haut pour gagner des matchs incroyables, mais il faut aller le chercher, tu vois. C'est une communication avec ce public français. S'il n'y avait pas eu cette Coupe Davis 91, je pense que ça aurait été une vie compliquée pour moi. Arrivé sur Terre, je ne pensais qu'au tennis. Ouais, en fait, c'était un peu une évidence. C'était une évidence. Ça m'a sauvé d'ailleurs. Moi, je voulais tellement qu'on m'aime. Ma maman m'a jamais dit je t'aime. Ça, c'est tous des problèmes de famille qu'on a tous. C'est pas que moi. On a tous nos secrets de famille. 91, ça a déclenché la France qui gagne. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlerte. Vous savez, c'est une heure de discussion sans pression pour découvrir ou redécouvrir le parcours de mon invité. Et d'ailleurs, mon invité du jour, c'est le genre de joueur qui rendait fou ses adversaires. Un gaucher à la main innée, aux doigts de fée. Sa raquette, c'était sa baguette magique. Il a été le mal-aimé avant de devenir le héros du public français. 19 titres ATP, une Coupe Davis. Et je crois que ça y est, le compte est bon. D'ailleurs, lui aussi l'était. Henri Lecomte est avec moi. Comment ça va, Henri ? Bonjour, ça va très très bien. Très content d'être avec toi. Bah parfait. Écoute Henri, donc, comme j'ai dit, une heure, on va revenir un petit peu sur ta carrière avec d'autres thèmes aussi que j'ai prévus. Je voulais commencer par une chose. Tu me dis si je me trompe, tu es né dans une famille qui a été bercée par le tennis. Oui. Tes deux sœurs, elles ont été aussi très très bien classées. Ouais. Elle était championne de France cadette. C'est ça, tu as été entraîné par ton frère, ta maman était prof de tennis. Oui, je pense sincèrement, quand j'étais dans le ventre de maman, déjà j'entendais des balles blanches, parce que c'était des balles blanches et des raquettes en bois à l'époque. Puis après, dans le landau, je voyais les balles passer, toi, sur le court, là, comme ça. Donc dès que je suis arrivé sur Terre, je ne pensais qu'au tennis. Ouais, en fait, c'était un peu une évidence. C'était une évidence. Ça m'a sauvé d'ailleurs, parce que les études, c'était pas vraiment mon truc. Tu vois, j'étais un peu un garçon avec une forte personnalité, mais qui avait des convictions vraiment déterminées par rapport au sport et au tennis. Et justement, le fait d'avoir, tu vois, ces deux sœurs qui ont été très bien classées, championnes de France, tu l'as dit, est-ce que ça rajoute un peu une forme de pression aussi ? Est-ce qu'on se dit, faut que j'aille au moins à ce niveau-là ? Non, parce que c'était vraiment... je dormais... si je pouvais dormir au club, c'était bien. D'ailleurs, le vendredi soir, j'arrivais au club, je repartais le dimanche soir, entre guillemets. Parce qu'on rentrait juste pour dormir un petit peu, puis je jouais au tennis tous les jours. À l'école, j'emmenais ma balle de tennis. Ça m'a valu d'être viré du lycée Pierre Brossolette au Péreux, parce que c'est le diamètre parfait des gouttières, tu vois. Donc les balles rentraient, et bien évidemment, bloquaient les gouttières, et les classes étaient inondées. Donc j'étais convoqué plusieurs fois chez le proviseur. Et je suis parti en sport-études. Non, c'était pas de la pression, c'était au contraire, on était tennis, on vivait tennis, on allait faire les tournois. Mes sœurs étaient assez fortes. Et puis voilà, c'était une continuité. T'as été aussi en sport-études, je crois, avec une de tes sœurs, c'est ça ? J'étais à l'INSEP, à l'Institut National des Sports, avec ma sœur Frédéric. D'ailleurs, ça m'a énormément aidé, puisqu'on habitait à 20 minutes de Vincennes. Donc ça, c'était un privilège. Et on a été, on peut le dire, le premier sport-études qui a été mis en France, c'était à l'INSEP. Et il y a de ça, voilà, je ne vais pas dire l'année, 77. Et j'imagine, en plus, ça devait être une fierté pour ta maman, mais aussi pour ton papa. Ils ont toujours poussé pour que tu ailles dans cette direction. Tu me disais que les études, c'était pas trop ton truc, où il y avait quand même, tu sais, cette forme de réticence, un peu faut faire des études, c'est important. Non, il y avait quand même une base qui était importante. Il fallait quand même. On a une éducation, on vient du nord de la France, donc la famille c'est important. On mettait toujours un couvert supplémentaire à table le soir si jamais un invité arrivait à l'improviste. Donc c'était quelque chose pour nous d'important, mais la passion est passée avant tout. Et puis je l'explique dans mon livre Balle neuve, parce que on a eu une discussion avec ma maman qui nous a quittés l'année dernière, et j'ai appris que c'était pour elle un déchirement d'accepter que je puisse partir avec Yon Tiriac, on en parlera tout à l'heure, à l'âge de 17 ans. Elle voulait que je reste à la maison. Donc après, c'est le choix des parents aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que je le fais pour moi, je le garde, ou alors
il va vivre sa propre passion. Donc c'est ça qui est fort. Parfois c'est un déchirement, mais après le résultat est là. Donc Ouais, c'est bon. le résultat C'était pas mal. Ouais. était plus que là, parce que peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu l'as dit, tu vas à l'INSEP, très tôt tu performes, tu gagnes Roland Garros Junior en Junior, ouais. 1980, si je dis pas de Absolument. bêtises. Et tu as évoqué un nom, justement, un certain Ion Tiriac. Pareil, c'est qui ce monsieur? Pour ceux qui découvrent le tennis, ou même ceux qui se connaissent déjà, mais le nom ne dit rien. Ah, ne dis rien quand tu vois l'homme. C'est mon papa, mon deuxième père. C'est une personne qui fait 1m90, pas loin de 2 mètres, assez costaud, des grosses bacchantes, roumain, très bon joueur de tennis. Il joue en double avec Ilie Stase à l'époque. Et il est passé après manager, s'occuper des affaires d'Ilie Stase, de Guillermo Vilas, qui était numéro 2 mondial, et qui était le coach aussi de Guillermo. Et moi, cette rencontre a été magique parce qu'à 17 ans, je fais des bons résultats. Il est vrai que je gagne Roland Garros Junior. Et puis après, par la suite, les résultats ne sont pas là. Et le DTN, le directeur technique national de l'époque, c'est Jean-Paul Lotte, qui en fin de compte, m'a recruté, qui m'a mis à la fédération, a décidé à un moment, parce que lorsqu'on n'avait pas de résultats, à l'époque, ce qui était très très bien, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, tu n'avais pas de résultats, tu sortais du giron fédéral pour avoir la possibilité d'un autre joueur de pouvoir performer. Donc il m'a viré à 2 reprises de l'équipe de France et de la Fédé parce que j'avais pas de résultats, ce qui est normal. Et donc je me baladais tranquillement à Roland-Garros et puis tout d'un coup au loin je vois cette masse énorme, un espèce de d'ours Qui fait 3 têtes de plus que tout le fait monde. 3 têtes de plus que tout le monde, qui parle comme ça et qui fait toi venir jouer avec Guillermo. Bon, il m'a dit, déjà t'es avec un copain, t'as 2 raquettes dans ton sac. Et dit tu joues avec lui, mais maintenant tu sers. Et j'avais, c'est vrai, un bon service qui rebondissait très haut. Et Guillermo était numéro 2 mondial, il n'arrivait pas à retourner mon service. Donc il m'a dit, toi, revenir demain. Et puis je reviens demain, je reviens après-demain, je reviens pendant 15 jours, je joue. Je jouais, je faisais 2 heures de coup droit, 2 heures de revers, 2 heures de service. Il me dit, toi, très bien, moi, voir par an. Bon, très bien, donc on organise un dîner avec mes parents. Maman, je lui dis, écoute, il va y avoir Ion Tiriac et Guillermo Vilas qui viennent à la maison. Alors maman du Nord, évidemment, elle prépare les petits plats dans les grands, elle fait tout. Puis Ion Tiriac arrive avec Guillermo Vilas. Il faut bien se remettre dans l'état que c'est comme si tu vas inviter, pour l'époque, un Novak Djokovic à la maison, quoi. Ou un Sinner, ou un Alcaraz, ou un Zverev. Un Zverev qui vient chez toi avec son père et son manager. Ah oui. Et même physiquement, c'est une stature, quoi. C'est un monstre. Et puis Guillermo Vilas, tu te faisais ma taille, mais ça allait, quoi. Il envoyait. Et donc, ils arrivent à la maison, et puis Ion Tiriac qui parle à ma mère, il fait, moi prendre, toi ta gueule, moi prendre ton fils pendant entraînement, moi manager, lui venir très fort. Bon, déjà, ma mère fait, pardon? Puis mon père, c'est Lino Ventura, tu vois, c'est un acteur un peu costaud, comme ça, les petites bacchantes, tu fais, moi compris, mais moi regarder contrat. Donc, et voilà. Et je suis parti à l'âge de 17 ans, pendant 4 ou 5 ans, pendant 4 ans, avec Ion Tiriac et Guillermo Vilas. Ce qui fait que je faisais le sparring partner de Guillermo Vilas. Du numéro 2 mondial. Numéro 2 mondial. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc j'ai appris, sincèrement, j'ai appris ce que c'était que le travail. Ouais. Je pouvais jouer 8 heures par jour. C'est ce que j'allais dire, ouais, avec lui. Donc tu travailles comme un fou, mais ouais, concrètement, tu apprends tout, la vie presque. Ah oui, j'apprends la vie, j'apprends comment m'entraîner, comment me surpasser, comment surmonter la douleur. Lorsqu'on, je te dis, on jouait 8 heures par jour en Australie pendant 1 mois sur gazon. On n'avait pas le matériel d'aujourd'hui. On n'avait pas les chaussures, c'est des raquettes en bois. On frappait, on jouait 8 heures par jour, on mangeait sur le terrain. Il me fait, toi, jouer, toi, finir 6 crampes. Jamais eu de crampes. Et on a bossé. Et ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, tout en étant un homme d'une gentillesse, d'une droiture, d'une éducation hors norme. Il m'a appris comment m'habiller, il m'a appris comment parler aux sponsors, il m'a dit ces choses très importantes, tu dois toujours avoir un minimum 2 vestes, un costume, une cravate pour aller voir les partenaires, les sponsors, parce qu'il te préparait. C'est un peu comme un saut de formation dans un club de Ligue 1. Lorsqu'un joueur arrive, et tu dois apprendre les coutumes, tu dois apprendre à respecter le club, normalement, hein, je dis bien normalement, entre guillemets, respecter et voilà, être à la hauteur des demandes du club. Et toi, tu dois
bien sûr, donner ton maximum. Donc ça, c'était très, très important. Et puis en plus, à cette époque, c'était peut-être un peu moins courant qu'aujourd'hui, justement, d'être formé assez jeune à Ah tout ben ça, à non, la c'était le début. communication. C'était, T'es un des alors, premiers, finalement. ça a été le début du vrai professionnalisme dans le tennis. Les débuts des années 60, fin 78, alors fin 70, 78, 19, 80, c'était vraiment le début du vrai professionnalisme sur le tennis. Il y avait déjà Borg qui avait son propre entraîneur, il y avait Ion Tiriac, il y avait Guillermo Vilas et Ion Tiriac, il y avait quelques autres joueurs, mais c'était voilà le vrai début du sport, vraiment, où on allait se dire, bon, on y va à 100%. Nous, on avait un entraîneur pour 5 joueurs, par exemple. Ce qui était normal. En Suède, c'était pareil. Mais c'était une génération de dingue, parce qu'après, ça a suivi des Wilander, des Edberg, des Sundström, des Nyström. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus un seul joueur suédois, ce qui est amusant. En France, on a été aussi performants. Mais ce qui a encore basculé, c'était Ivan Lendl. Lui, il a mis le Le curseur cursus encore plus haut. à la Ouais. hauteur de ce qu'on est aujourd'hui. Avec un kiné, avec quelqu'un s'occuper des repas, ça a été une autre dimension. Ouais, un vrai Et là, professionnel. Et là, le tennis est passé un cap supérieur et on a beaucoup, beaucoup évolué. Et ce qui a valu d'avoir, après les années 80, des Boris Becker, des Mats Wilander qui ont performé, qui ont été des joueurs. Et Ivan Lendl, numéro 1 mondial. Ouais, une Voilà. référence. De toute façon, pour les connaisseurs de tennis, ça parlera Oui, je pense. à tout le monde, je pense. Je pense qu'ils sont au courant. Et donc, tu l'as dit, ouais, ça fait passer un step. Toi aussi, tu passes un step physiquement. Donc, je l'ai dit en début, tu as gagné 19 titres. Et à côté de ces titres, on va dire, tu as aussi fait de gros moments dans ta carrière. On va parler de Roland Garros. Déjà, Ouais. tu fais une première demi-finale en 1986. Je fais quart de finale en 85 Ouais, c'est ça. et je bats Yannick en quart Ouais. pour aller en quart de finale. On gagne le double en 84. Yannick déjà chez lui dans son jardin. Ouais. Ça Surtout a qu'il venait marqué de le l'histoire. Il venait de le gagner. Faut dire que Yannick dit je suis content, j'ai perdu contre un pote. Non, il l'avait là. Et ce qui est normal, bien sûr. 86, je fais une très belle. 86, C'est un de tes plus gros regrets. c'est le plus gros regret parce que là, je peux gagner. Je menais un 7-4-2 contre Pernfors, arrêté par la pluie. Là, le terrain change complètement. Ça fait partie des conditions. Oui. Et là, j'ai raté le cap parce que après jouer Lendl en finale, à Roland, moi j'ai adoré jouer Lendl, il n'aimait pas jouer contre moi. Je pense que c'est mon plus grand regret. Et puis après, ce qui en suit, il était 88, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que C'est j'allais y venir. La douloureuse, tu veux dire. Le fameux Roland Garros 1988 où tu arrives boosté de confiance, tu viens Ouais. de gagner Nice, tu as fait finale à Hambourg, Mm. tu restes sur une victoire sur Boris Becker, qui à l'époque est encore un peu jeune mais qui est déjà dans les 10. Et tu commences ce tournoi avec 2 matchs bien compliqués qu'on va chercher C'est ça qui m'a tué. comme un chien, quoi, au 5e set. J'ai fait 2 matchs très très durs en 5-7. Bon, physiquement, j'étais bien, j'étais là. Mais c'est ce qui m'a épuisé, qui m'a malheureusement a été un moment difficile pour la finale. Je suis arrivé un peu épuisé, avec aussi toutes les émotions Ouais. qui ont suivi. C'est-à-dire que tu arrives en finale à Roland-Garros en 88, Parce que 5 ans t'es après. attendu en plus à ce moment-là. Ah oui, 5 ans après la victoire de Yannick. Donc tout le monde dit ouais, il va y avoir un autre Français qui va gagner. C'est pas il va gagner, mais en face, c'est pas le même Wilander que Yannick a joué en 83. Hein. Ouais. C'est un Wilander qui a gagné l'Open d'Australie et qui finit l'année en gagnant Roland Garros, du quart de finale à Wimbledon, et il gagne l'US Open pour finir numéro 1 mondial. C'est plus du tout le même joueur. Ouais, c'est son prime, on peut dire maintenant. Tu vois, Ah les bah oui, gens aiment oui. bien parler de prime aujourd'hui. Ah bah c'est son prime. C'est ça, c'est son Ah, prime. c'est son C'est sa goal. meilleure saison. Meilleure saison, d'ailleurs après, il a du mal à se remotiver pour pouvoir encore aller chercher d'autres grands chelems parce que il a touché le Graal. C'est la force des joueurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont capables de faire un reset, se dire hop, oh, j'ai gagné, oh bon j'en ai déjà 10, c'est pas grave, j'en veux un autre, j'en prends un autre. À l'époque, le mindset n'était pas du tout la même chose. Et tu disais que du coup, ces premiers matchs t'ont fatigué, mais cette finale, comment toi tu l'as vécu de l'intérieur, pendant le match, je veux dire? Parce que tu fais quand même un premier set où c'est accroché, et c'est après où physiquement vraiment tu lâches, ou il y a aussi un peu le mental? Non, il y a le mental qui lâche, je mène 5-4 sur mon service dans la première manche, je mène 30-15. Je pense que si je gagne le premier set déjà, ça me
ça pourrait me libérer un petit peu pour enlever la pression. Je dis pas que j'aurais gagné, bien au contraire, je pense pas. Parce que Mats était très fort à l'époque. Mais ça a déclenché. En perdant le premier set 7-6, après c'était une déferlante. C'est-à-dire que là, j'ai senti que je suis passé à côté de quelque chose. Le match a basculé. Après, c'est allé très très vite. J'ai l'impression d'être dans un TGV, quoi. Ouais. J'ai pas vécu la finale. J'ai pris 6-2, 6-1. Ça a été le public a été terrible. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Mais ce que j'ai l'impression que même le public comprend pas à ce moment-là. Je crois que t'es Le pas public, le seul. à pas non, comprendre. le public comprend pas. Bats-toi, qu'est-ce que tu fais? T'es nul. Oh là là, waouh. Là, t'as qu'une envie, c'est de te barrer. Ouais. Comme je disais, t'as besoin d'être une petite souris Ouais, parce que parce que tu trouves plus, parce que t'es épuisé. Les gens ont oublié les matchs en 5-7 des premières ouais, semaines. ils sont que sur l'instant T. Et j'ai pas su gérer les émotions à ce moment-là. J'étais épuisé parce que la veille, j'avais, euh, en fin de compte, joué mon match 15 fois, 20 fois, gagné, perdu. Qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Émotion aussi, puis des choix. En fin de compte, je me suis laissé aussi embibonner. Tiens, un nouveau mot. Tiens. Je me suis laissé avoir par rapport à la situation, au lieu de rester vraiment concentré. Mais ça, on l'apprend après. Ça m'a servi pour plus tard. Et puis, je suis obligé d'en parler aussi. Ouais, Il y a le cette discours. Voilà, le fameux discours, avec cette fameuse phrase j'espère que vous avez compris mon jeu. Ça, pareil, c'est sous le coup de l'émotion, j'imagine que tu sors ça. Mais est-ce que Mais c'est ce aussi qui un est- pic un peu au public français Bien sûr que c'était un pic. Bien sûr. Ils m'ont tellement humilié Ouais. que moi, je suis tellement arrogant, puis j'ai une forte personnalité, et que je voulais pas non plus accepter et faire le petit canard, que je suis arrivé. Et en plus, je mets mon pied sur la truffe. Il y a quelqu'un dans le public qui dit c'est ça, on va pleurer. Je dis moi aussi. Ouais. Évidemment, c'est facile quand tu es dans le public, on ne te voit pas. Les gens, c'est comme sur les réseaux sociaux quand on met, mais on change de nom. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle qu'on a des gros coronets, tu vois. Une sorte d'anonymat, quoi. Voilà. Et donc toi, évidemment, tu tombes dans le panneau et tu réponds et puis tout s'enchaîne derrière. Et par la suite, après, ça a été une année tellement difficile, catastrophique. Mais ça m'a appris aussi à pouvoir avoir beaucoup plus de résilience et de se dire, on va progresser, on va avancer. Mais c'était terrible. Et à ce moment-là, justement, après ce discours, après que tu as dit le public a été très dur, il y a quand même un moment où tu te dis, tu sais, je vais prendre une petite pause avant de revenir sur le circuit, ou tu te dis, il faut que je renchaîne direct, je renclenche la machine et j'y retourne. On avait la chance d'avoir Wimbledon derrière. Tu Ouais. vois. Donc, je suis parti tout de suite en Angleterre. Donc, tu arrives en Angleterre, les gens disent ah, bravo. Déjà, ça va mieux. Ouais. Parce qu'ils ne C'est pas la comprennent même pas trop. mentalité. J'espère que vous avez compris mon jeu. Tout en anglais, ils te posent quelques questions. Et je dis oui, voilà. J'ai voulu expliquer parce que j'ai un jeu difficile. Je prends énormément de risques. Mats a très très bien joué. Il a le jeu parfait pour ça. Mais c'était pas là qu'il fallait le dire. C'était en conférence de presse. Tu vois, à la limite. Tu aurais Ouais. dû dire ça. Là, j'aurais dû dire voilà, je suis désolé, pardon, puis merci, bravo, Mats. Là, j'ai pas été à la hauteur. Mats, c'est très fort. Félicitations. Et ça serait très très bien passé. Mais non, Henri Non. fait encore différemment des autres. Et c'est ce qui a aussi permis au public français, au monde entier, de dire bah oui, Henri est différent et atypique. Parce que je suis pas comme les autres, moi. Je suis pas fait comme les autres. Ouais, que ce soit dans le jeu. Même dans la vie de tous les jours, je suis pas fait comme les autres. J'ai beaucoup évolué, beaucoup travaillé là-dessus, mais il faut rester soi-même. On ne peut pas une autre personne. Le naturel revient toujours au galop. Donc c'est à toi de te gérer par rapport à différents moments ou passages que tu dois arriver à contrôler et aussi à exprimer aux gens comment tu es. Ouais, et je pense que le moment où les gens l'ont le plus compris, c'est quelques années après. Après. Oui, mais il y a eu du travail. Ah tu oui. sais, après, il y a eu, Parce qu'il y a il y eu a une eu mission une rachat. revanche. Il y a eu une mission rachat aussi quand tu faisais les tournois en France, Roland Garros l'année suivante. Bah oui, mais après, bon, ça s'est un peu estompé, mais elle était là encore. Toi, la fracture, Ouais. la plaie était encore grande ouverte. J'ai eu des problèmes de dos. Faut pas oublier que j'étais opéré en 87, en 89. Et après, il y a eu 88, bon, 89 et 91. Donc après, blessure, opération du dos. La deuxième.
Et puis après, après j'étais vraiment dans un gouffre où je sombrais. Puis après, il y a eu 91, donc c'était une période très très difficile. Moi, j'avais un jeu qui était une prise de risque totale avec une sollicitation physique qui était très 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 importante. Et on n'était pas préparé comme aujourd'hui. Ouais. Nous, on se préparait. Si je te fais vous fais voir les exercices qu'on faisait. Avec moi, mes opérations du dos. Tu te dis, mais les mecs sont malades, ils sont fous. Tu vois, donc, mais c'était comme ça, c'était l'époque. Ouais, c'est ça. On n'avait pas une vision sur le corps humain à cette époque-là, comme aujourd'hui. Et ouais, donc tu l'as dit, parce que tu t'es fait opérer 3 fois d'une hernie discale, c'est ça? 3 hernies discales. 3 hernies discales. La première, quand il arrive, le docteur Sagnier et Saillant, que je remercie à jamais, ils ouvrent, ils me font, non, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on fait? On nous perd les 3 ou je fais non, on fait une, puis je reviendrai. Ok. Et heureusement que j'ai fait ça. Parce que les gens ont oublié, mais il y avait un joueur tchèque qui s'appelait Milosav Mečír, qu'on appelait le chat, qui jouait incroyablement bien au tennis. Il a eu la même chose que moi. 3 hernies discales, s'est fait opérer par les mêmes médecins. Il a dit non, vous m'enlevez les 3. Il n'a plus jamais rejoué. Hein. Il a arrêté sa carrière. Ok. Donc, mais c'était les années 80, les enfants. Ouais. Et aujourd'hui, pardon, je prends ton café. Hein. Il ne prend pas de café. Les années 80, ça n'a rien à voir avec comment on opère aujourd'hui, mais c'était un choix. Et heureusement, je l'ai fait d'ailleurs. Et ouais, donc tu l'as dit, la dernière, elle est 3 mois avant, ce qui est peut-être le plus grand moment plus grand hold-up. Alors C'est un hold-up. ça on va y revenir. C'est un Mais hold-up. le plus grand moment de ta carrière, c'est donc la Coupe Davis 1991. Donc vous arrivez en finale à Lyon. Vous jouez fin novembre, début décembre contre les Américains. Et Ouais. toi, 3 mois avant, tu es en fauteuil roulant. 3 mois avant, je suis opéré. Je marche à peine. Ouais, c'est ça. J'étais en fauteuil de départ et puis je marche à peine et je vais à Pau pour la finale, la demi-finale Coupe Davis contre les Yougoslaves à l'époque, parce qu'on disait c'était la Yougoslavie. Goran Ivanisevic ne joue pas parce qu'il s'est embrouillé avec l'équipe. C'est tant mieux pour nous. On gagne 3-0 et puis là il y a Yannick Noah qui me dit avec Patrice Joueur en bas à la réception, on a un rendez-vous, il me dit voilà Henri, moi j'ai cru qu'il allait m'appeler pour me dire écoute Henri, tu viens, tu vas couper les citrons, tu vas encourager tes copains. Mais j'étais au fond du trou, hein. Ouais. Dépression presque totale. Et il me dit non, on va gagner la Coupe Davis, mais avec toi. Alors tu vas partir à Douarnenez-Tréboul avec Patrick Chamagne, que j'appelle Patrick Champagne dans mon livre, et tu vas aller voir Gilles Solo, qui va s'occuper de toi pour la rééducation de ton dos. Et là, je peux te dire que quand tu arrives à Douarnenez-Tréboul, dans ce centre, c'est pas un 5 étoiles. Hein. Ouais. Là, tu bosses, tu es là pour bosser. Et là, je me suis reconstruit un dos, un corps pendant 3 mois. Et c'est, si on peut appeler ça la carotte, mais en plus de la finale à jouer, c'est quoi justement ce qui a fait que tu n'as jamais lâché ou à un moment tu t'es dit mais en 3 mois c'est pas possible que j'arrive à me remettre aussi vite en condition pour être performant et compétitif? Pour moi, c'était pas envisageable. Ouais. Faut dire que déjà la base était bonne. J'ai été 5e mondial. J'avais quand même on pouvait faire quelque chose de moi. Donc il fallait juste modifier, travailler, perfectionner, améliorer la façon dont je devais jouer, servir. Donc on a travaillé pendant 3 mois, réapprendre à courir, mais non plus sur les pointes, mais en contraire sur les talons, avoir une souplesse beaucoup plus importante, et puis mentalement, j'étais là. Ouais. Je savais qu'en fin de compte, sincèrement, c'était le bon Dieu qui me dit, écoute Henri, voilà, malheureusement, ça n'a pas fonctionné en 88, mais là, je pense que tu peux marquer l'histoire. Donc c'est à toi. Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Et là, j'étais déterminé. Donc on s'est préparés tous, et moi en général, pour cette finale de Coupe Davis à Lyon contre la meilleure équipe du monde. Donc en plus, Ketia, tu n'as rien à perdre. C'est ça. Attends, tu joues Sampras, Agassi. Tu te dis, Bon, si tu perds, c'est normal. Ouais. Par contre, si tu gagnes, c'est exceptionnel. là, mon gars, tu rentres dans l'histoire. Donc, et on jouait la meilleure équipe du monde en double, qui, avec Yannick, on avait quand même un truc là, parce qu'on avait perdu contre eux à l'US Open sur une faute. Enfin, on s'est fait voler par les Américains. Donc là, on les attendait, quoi. Ouais, et puis c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, donc pour refaire rapidement un ordre chronologique, c'est que Guy Forget perd le premier match contre Agassi. Donc ensuite, c'est à toi de rentrer sur le terrain, de ramener les deux équipes à égalité. Et à ce moment-là, toi, tu voles sur le court.
C'est un match où tu réussis tout ce que tu entreprends, tu mets des coups gagnants dans tous les sens et puis Sampras, il comprend pas, quoi. Bah, je suis dans la zone, qu'on explique. Lorsqu'on arrive à une perfection, c'est c'est- c'est incroyable. C'est-à-dire que tu domines ton sujet, tu es en avance sur tout, tu es dans le flow, tu es dans la zone, comme on explique. C'est la force des très grands joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent à rester tout le temps et à provoquer à rester à ce niveau-là. Donc c'est un travail qui est aussi exceptionnel et surtout pouvoir gérer ses émotions, le mental. Moi, c'était Ayrton Senna. J'ai eu la chance de passer 3 jours avec lui et 3 semaines avant qu'il se tue. Euh, où il m'expliquait ça, c'est-à-dire qu'il prenait un virage, virage 2, il était déjà dans le virage 7 ou 8. Il survolait. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et lorsque Guy rentre dans les vestiaires et que Patrice Ajoler lui dit écoute, sois pas trop déçu parce qu'Henri, là, il est dans les vestiaires, il est chaud comme une baraque à frites. Et moi, je vais voir Guy, il est allongé sur sa table de massage, je dis écoute, Guy, ne t'inquiète pas, l'autre, je vais lui mettre une branlée et dans 2 heures, ça fera un partout. Et là, Guy me regarde et il dit rien. Heureusement qu'il dit rien. Parce qu'il me l'explique après, quand on a gagné le dernier jour, quand il a gagné contre Sampras, il me fait à ce moment-là, quand tu me dis ça, je dis si jamais je lui dis écoute, Henri, t'es un fou, l'autre, c'est numéro 3 mondial ou 5, il n'a rien dit. Et je reviens 2 heures après, et puis je dis bah, tu vois, Guy, ça fait un partout. Alors, c'est là le problème le plus difficile, c'est là. Et c'est là que c'était une forme d'intelligence de la part de Yannick, de Patrice, de toute l'équipe, et nous aussi. On n'a pas. Le héros, c'était. Oui, j'étais un héros sur la journée, mais l'homme le plus fort, c'était Guy. Guy devait faire le point contre Sampras, il avait déjà battu. Il venait de le battre en finale de Bercy. Et on a réussi à remobiliser Guy pour lui dire voilà, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus fort, c'est toi qui vas gagner, c'est toi qui vas nous amener le dernier point, à condition qu'on gagne le double. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. Donc on a créé cette osmose, cette magie de pouvoir gagner tous ensemble et de faire gagner la France. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, on est un sport individuel. Ouais. Et on se retrouve ensemble, tout d'un coup, à la coulisse. Et c'est la France qui gagne. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jérôme Bianchi, c'est le docteur Montalvan qui dit, en fin de compte, 91, ça a déclenché, tout le monde a dit aussi dans la presse, la France qui gagne. Parce qu'on perdait toujours en demi ou en finale. On gagnait pas en Coupe du Monde, on gagnait pas. Puis en fin de compte, 91, ça a fait après les Barjots, ça a fait 98, donc ça a créé quelque chose en disant, ouais, on est capable de le faire. Et nous, on a été, c'était exceptionnel. Ça a changé ma vie. Moi, je suis passé tout d'un coup de peut-être, entre guillemets, pas vilain petit canard. C'est ce que j'allais dire, c'est que dans une autre interview qu'on a fait déjà tous les deux, tu m'avais dit, je suis passé avec ce week-end de loser à sauveur, avec Guy et avec Yannick, avec toute l'équipe. Et c'est ce que je voulais savoir, c'est qu'après, déjà sur l'instant T, mais surtout sur les années qu'on suivit dans ta carrière, comment ça a changé ton... Est-ce que déjà ça a changé ton état d'esprit et ça a changé en quoi, si c'est le cas? Moi, j'ai jamais... j'ai toujours cru en moi. La preuve, sinon, j'aurais pas fait ce résultat-là. J'aurais pas eu cette conviction. Mais ça change la vie. Attends, du jour au lendemain, tout d'un coup, tu passes. On oublie, c'est-à-dire qu'on efface 88. Ouais. Et aujourd'hui, il dit mais non, mais en fin de compte, ce que tu as dit, c'est pas si terrible que ça. Oui. C'était peut-être la forme. Bon, t'as peut-être été un peu arrogant. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça a changé ma vie. S'il n'y avait pas eu cette Coupe Davis 91, je pense que ça aurait été une vie compliquée pour moi. Parce que je voulais tellement qu'on m'aime. C'est ce qui me manquait un petit peu dans ma famille. Moi, ma maman m'a jamais dit je t'aime. Ça, c'est tous des problèmes de famille qu'on a tous. C'est pas que moi. On a tous nos secrets de famille. Puis il y en a plein d'autres de secrets. Mais lorsque tu es un peu déjà, étant gamin, le sauveur de la famille, que tu es encore toujours, c'est compliqué. Donc, tu avais une pression assez incroyable. Et puis tout d'un coup, cette pression, elle est finie. Et au contraire, tu sors en héros, quoi. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et tu penses qu'à ce moment-là, par rapport à la phrase que tu dis 3 ans avant, les gens ont compris ton jeu ce week-end-là? Oui, je pense qu'ils l'ont compris. Oui. Que c'est un jeu difficile, mais un jeu avec aussi du panache, avec aussi une prise de risque. Je me souviens toujours ce qu'avait dit Nick Bollettieri, qui nous a quittés malheureusement, qui a dit lorsqu'on a joué en 91, vous savez, la personne la plus dangereuse dans cette équipe de France, c'est Henri Lecomte. Il dit pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est vrai, parce que je suis un joueur je sais ce que je fais, mais je fais des coups incroyables. Et parfois, je le tente, mais je tente. Mais
ça veut dire qu'aussi, à l'entraînement, je l'ai tenté. Mais les gens, ils se disent, mais même Boris Becker le disait, hein, il fait des coups qui n'existent pas. Donc, et c'est ce qui était ma force de fabrique, en fin de compte. Après, on est passé dans une autre dimension avec Roger Federer, par exemple, qui lui faisait aussi des coups. Mais lui, alors lui, il a poussé la machine encore plus loin. C'est clair. Et moi, j'aimerais parler avec toi d'un aspect qu'on a commencé à évoquer, tu l'as dit avec le public et tout ça, qui est hyper important dans le sport de haut niveau en général, mais surtout dans le tennis, c'est l'aspect mental. Comment toi, tu définirais, quand tu es sur le court, en fait, c'est vraiment, tu es seul face à toi-même, comment tu expliques ça? Comment tu gères ça? Bah, écoute, je vais t'expliquer une chose. Moi, je me suis retrouvé plusieurs fois à Roland-Garros, en étant physiquement pas au top, mais par contre, mentalement, un guerrier. Je pouvais me retrouver en face, c'est comme si tu avais l'autre en face, il avait un sabre et toi tu avais une épée en bois. Mais par contre, l'épée en bois, elle est lourde, elle est épaisse, et pour la casser, il ne va pas la casser, le mec. Mais par contre, je vais le fracasser. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, ou alors tu es mené 2-7-0, j'ai sauvé 3 balles le match, et puis après je gagne le troisième set et je mets 6-0, 6-0 contre un Brésilien. Et après, je me retrouve en demi-finale de Roland-Garros. Parce que c'est l'aspect mental, émotionnel, qui est tellement important que l'on peut renverser la situation. C'est un des seuls sports au monde où lorsque tu es vraiment mené pendant des heures et des heures, où tu peux renverser la situation. Au golf, c'est impossible. En F1, ça peut arriver, mais il faut vraiment que tu aies la meilleure voiture. Et encore, c'est pas si facile que ça. Mais dans le laps de temps, dans un temps... Nous, on n'a pas de temps, en fin de compte. On va pas dire, tu dois... Si jamais tu te dis, on a un match, tu as 1h30. Ah, c'est pas du tout la même limonade. Donc, l'aspect mental, émotionnel est tellement important que tu peux gagner des matchs en étant moins bien physiquement. Ça, c'est clair. Par contre, tu peux avoir, lorsqu'il y a certains joueurs, notamment français, qui disent « Oh, le mental n'existe pas », là, les gars, ils sont un peu trempés. Hein. Si tu es très fort physiquement, ça va aller. C'est pas vrai. Quelqu'un qui va être très très fort physiquement, s'il n'a pas d'émotion, s'il n'a pas de direction par rapport à la stratégie, 2, alors stratégie, organisation, préparation, il ne peut pas mettre en place tout son jeu. C'est pas possible. C'est lui quand même qui dirige tout. C'est lui qui, par moment, lorsqu'il va y avoir un point important, ça peut tout changer. Un passing, une décision d'arbitre, on l'a vu sur combien de matchs où ça change, ça peut vraiment vriller. On l'a vu encore Medvedev là, à l'US Open, qui est parti en sucette et qui le fait de plus en plus d'ailleurs. Oui, parce qu'il se sent pas bien, parce que physiquement, il sent qu'il est un peu... Il est moins fort, il est moins... même parfois, Novak Djokovic, il arrive parce qu'à 38 ans, tu n'as plus les mêmes capacités physiques pour pouvoir arriver. Donc il joue de son intelligence, il joue de de son expérience pour basculer et provoquer l'adversaire. C'est ce que nous, on faisait à l'époque. Et changement de côté, un petit coup d'épaule, le mec, il disait... Aujourd'hui, tu peux même plus. Aujourd'hui, c'est même plus la peine. Aujourd'hui, tu peux même plus bouger une oreille. Ce qui est complètement débile, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi alors, en interne, en vrai, ils sont tous coachés, mais officiellement, normalement, on n'a pas le droit d'être coaché, en tout cas quand on est seul sur le terrain. Ça a toujours existé. Mais comment, tu vois, des moments où tu peux pas trop communiquer avec ton box parce qu'il est de l'autre côté, comment tu gères tu vois, t'enchaînes, comme tu disais, les points négatifs, tu vois, tu vas rater une attaque facile, puis après, un passing que tu mets normalement tous les jours. T'as un rituel, t'as un truc pour te dire, ok, il faut que je garde la confiance, le positif et pas sombrer. Après, chacun a sa façon de pouvoir se remettre dans le droit chemin. D'abord, il faut toujours avoir une analyse en se disant, il faut oublier le point perdu déjà. Si tu ressasses, encore j'aurais dû faire cette volée, boum, 3-0. En 2 minutes, tu sais même pas. Donc là, il faut quand même l'évacuer. Et puis après, retrouver les fondamentaux, ça veut dire les choses que tu le fais le mieux possible pour pouvoir retrouver ton jeu. Après, tu peux être aidé par rapport à ton entraîneur. Moi, je sais, quand j'ai joué Carlos Mota, j'étais mené 2-7-0, 3 balles de match. Tout d'un coup, Patrice Dominguez me fait passer par le ramasseur de balles, un petit mot. Le petit mot me dit, Henri, ne t'inquiète pas, on t'aime, ça va aller. Et moi, je le regarde, je fais, bravo. Et puis tout d'un coup, ça m'a fait. Et puis je me suis relâché. Ouais. J'ai oublié la pression. Et j'ai gagné le match.
Donc aujourd'hui, quand on dit on peut communiquer, oui, mais c'est plus pour pouvoir communiquer au sein des journalistes, au sein de la télé, pour dire j'ai coaché un tel. Mais en fin de compte, toute la préparation est faite en amont. Quand tu es sur le terrain, c'est que le joueur. Le contact, oui, par moment, parce que le sens tactique, tu as besoin de lancer ta balle, essaie d'être plus relâché. C'est bien, mais tu le fais avec des signes, avec des mains, avec des trucs. Ouais. Moi, Thierry, il nous faisait comme ça. Quand tu devais faire ça, ça veut dire que tu voulais que tu danses et que tu bouges tes jambes. Il fallait faire ça, la balle lance la balle plus haute. On le communiquait déjà depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est une hérésie de dire, ouais, ben voilà, il faut le continuer. Les coachs sont très importants, mais après, sur le terrain, c'est le joueur. L'autre, il rate son revers, il regarde, il fait « C'est ta faute, si !» Non, mais il faut être taré. C'est sa faute, il faut placer correctement pour pouvoir exécuter le coup parfait. Mais ça permet, certains joueurs, même moi aussi, de pouvoir se dire « Ah, mais merci, aide-moi » ou tu parles comme ça, ou même moi, je parlais au public, je dis « Putain, c'est à cette heure-là que vous arrivez, quand ils sont dans les loges et qu'ils sont en train de bouffer tranquillement, et que toi, tu es là en galère, tu es mené 2-7-1 et qu'ils arrivent « Allez, Henri, je dis ça, vous avez bien bouffé ?» C'est sympa, moi je me suis fait chier pendant 2 heures. Là. Moi je parlais comme ça avec eux. Ouais. Mais après, parce que j'avais besoin d'eux pour pouvoir, tu vois, avoir de la puissance, avoir de l'énergie. Ça dépend de ton caractère. Mais c'est pas parce que ton coach il va te dire tout le temps, t'es pas une machine, t'es un humain. Et un humain, bah, t'as des émotions, t'as des moments. McEnroe, il a perdu sa finale à Roland-Garros parce qu'un photographe faisait du bruit avec son truc. Il est devenu dingue. Tu parles de ça à McEnroe, je peux dire, change de trottoir. Hein. Là, il n'est pas méchant, t'inquiète pas, il fait peur, mais il n'est pas méchant. Donc voilà. Et est-ce que justement ça manque peut-être ces caractères-là, tu sais, des joueurs comme McEnroe qui sont hyper expressifs, tu vois, alors j'irai pas jusqu'à dire se prendre la tête avec l'arbitre sur chaque rencontre, mais tu vois chaque match. Où il y a besoin de ce caractère sur le terrain, tu vois, d'expressif. C'est pour ça que tu vois, il y en a qui blâment les joueurs qui cassent les raquettes. Alors qu'on sait très bien que des fois, ça peut justement faire ce switch. Est-ce qu'on a encore besoin de ça ? Est-ce que ça manque un peu au circuit aujourd'hui ? Dans le tennis, oui. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils fassent attention parce qu'il y a d'autres sports où ils communiquent un peu plus, où ils sont plus expressifs parce que ce sont des êtres humains. On arrive dans une période où on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup qu'on va tous maîtriser. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'il y a du bon côté et du mauvais côté. Ça me fait vraiment penser au film iRobot, je ne sais pas si tu l'as vu, mais regarde-le, avec Will Smith, c'est aujourd'hui. Hein. Donc si on veut être dirigé par des robots, on y va directement. Donc je pense que le tennis a besoin d'avoir des caractères, a besoin qu'on relâche un peu la bride vis-à-vis du code de conduite. On l'a serré à cause des McEnroe, Connors, Nastase, peut-être pas un peu moins de temps en temps. Mais au contraire, ça fait de la personnalité. Casser des raquettes, c'est pas bien, mais ça les empêche pas de les casser non plus après. Oui. Je pense qu'il faut avoir faire, comme on dit, un compliance. Il faut avoir un juste milieu, parce que sinon le tennis va un peu sombrer, à part les tournois de Grand Chelem, parce qu'il n'y a plus cette connectivité. Tu vois, on va devoir être, voilà, comme on fait aujourd'hui, un podcast pour dire vraiment la vérité. Parce que ils sont tellement, orientés, cadrés, que les gens maintenant ne s'expriment que par les réseaux sociaux et avec un nom, fake news, avec un autre nom. Et ils vont pouvoir, maintenant, vraiment, les joueurs, nous, à l'époque, mais c'était chaud, hein. Changement de côté, coup d'épaule avec Becker, coup d'épaule au truc, ou McEnroe, tu le provoquais. Il ne fallait pas trop provoquer parce qu'il commençait à gueuler, mieux il jouait. Dans les vestiaires, il y avait des intox, hein, mais grave. Comme un combat de boxe. C'est un combat de boxe, le tennis. C'est pareil. Ouais. Quand tu vois les boxeurs qui sont là à la pesée, qui se provoquent, mais oui, mais se chauffent les mecs. Après le combat, ils sont là, bravo, t'as bien, t'en as pris plein la tronche, mais ça fait partie du jeu. Ouais, donc arrêtons d'être là. Ah bah non, c'est pas bien, nana, moi pour mes enfants. Quoi ? Mais arrêtez. Je crois qu'à un moment, il faut garder, bien sûr, respect, éducation, mais de pouvoir aussi comprendre ce qui se passe un petit peu dans ce moment-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Medvedev, s'il a fait un truc à l'US Open, les Américains, ils adorent ça. En plus. Le show patate. Eux, ils veulent que ça. Hein. Oui. Ils veulent aller en avant. Regarde en NASCAR. En NASCAR, le nombre de fois, ils se mettent sur la gueule. Des coups de casque et tout. Bon, ok, le mec, il va trop loin. Amende, il ne court pas la course suivante. Ouais.
Dans le tennis, on avait des amendes. Foutez des amendes. Les mecs, ils vont se contrôler. Que de les serrer comme des fous, de plus pouvoir communiquer et partager ces moments-là de joie, aussi, parce que même parfois, ils sont même sanctionnés quand ils font trop de trucs, et aussi de peur, de choses. Je trouve que on est en train de tellement de brider la chose que on perd la vie, quoi. L'authenticité. Ouais. Et puis il faut comprendre aussi que quand tu dis tout ça, ça veut pas dire manquer de respect. C'est Ah bah toujours, non. c'est ce que tu dis, c'est qu'après, une fois que la rencontre, le match est fini, c'est on va se prendre dans les bras, on va boire un coup ensemble et en fait c'est, alors peut-être pas avec tout le monde, mais en tout cas c'est le faire, mais vraiment c'est parce que ça fait partie du sport, quoi. Et qu'en NBA on le voit, il y a du trash talk, il y a, enfin, Mais bien sûr. c'est- Mais bien sûr, parce que ça fait partie aussi du jeu. Alors, dans certains sports, c'est beaucoup plus violent, plus expressif oui, comme tu dis, au basket, quand tu vois le mec qui lui fait un dunk et qui le pousse et qui lui dit tiens, bien fait pour. Je ne vais pas le dire non, mais les mecs, ils se cherchent. Après, il y a aussi. Attention, tu peux pas aller trop loin parce que Oui. je pense qu'en NBA, à mon avis, ça doit envoyer du lourd. En hockey, le hockey, Ouais. regarde, il y a des gars qui sont faits que pour ça. Ils rentrent que pour la bagarre. Bon, ils savent, ils vont prendre 3 minutes ou 4. Mais bon, mais ça fait partie du système. Je ne dis pas qu'il faut se frapper sur le tennis, mais je dis qu'il faut laisser un peu s'exprimer les joueurs pour que ça donne un peu une autre dimension au tennis actuel. On est trop aseptisé. On est trop réglé comme du papier à musique. On est trop... ça devient parfois, entre guillemets, je vous le dis, boring, comme on dit en anglais. Les matchs sont trop longs. Putain, si t'as pas, c'est comme si tu es au théâtre et que tu regardes, et puis un mec, il n'y a rien, quoi. Mec, super acteur. Hein. Pas d'émotion. Pas mal. Magnifique. Alcaraz a donné une autre dimension au tennis. Ouais. Il est souriant, il est drôle. Rafa a donné du soin. Roger aussi. Et Novak, il est comme il est. C'est le joker. Il gueule de temps en temps. Il utilise le système. Il fait Mais il laisse pas indifférent. mais il laisse pas indifférent. C'est ça. Moi, j'adore Bublik. Ouais. Bublik, j'adore. J'adore. Quand il prend 1 et 1 contre Sinner et qu'il dit que l'autre, il vit sur Mars. Bon, écoutez, mais il le dit. Mais voilà. Mais c'est ça qui est beau. C'est Ouais. de pouvoir le partager, tout ça. C'est Tu vois c'est d'avoir un peu Mais oui. tous les types de joueurs, quoi. Voilà. Alors, rappelle-toi, Fonini. Ouais. Oh, attends, voilà. Et puis quel talent. Oui, mais bon, il a gagné. Il est un très bon joueur. Ah oui. Bien sûr. On peut toujours faire mieux. Tout le monde peut faire mieux. C'est toujours ceux qui n'ont pas fait, qui critiquent et qui disent ah, il aurait dû être meilleur. Oui, ben toi, t'es quoi, toi T'es quoi ton métier Ouais. Et t'es même pas joueur de tennis. Et en plus, t'as des journalistes qui n'ont jamais pris une raquette de leur vie ou qui commentent sur différentes télé. Et en ce moment, je ne dirai pas les noms, ils n'ont jamais pris une raquette de leur vie et qui se permettent de dire oh, quel volley facile. Non, mais attends, je rêve. Tu vois. Donc, il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Comme Ouais, et c'est ce que j'allais aussi en rajouter en plus des journalistes. C'est aussi, en tout cas, surtout en France, le public français, il est aussi particulier. Il est comme il ce est public. dur. Hein. Il est comme ce public. Il est très dur. Alors, nous, à l'époque, dans les années 80, il n'y avait que les licenciés qui pouvaient prendre des places. T'imagines ? Ouais. Pour Roland Garros. Donc, c'était... ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. C'était vraiment des passionnés. Aujourd'hui, tu as des passionnés qui sont limités, malheureusement. Et tu as beaucoup de... Je suis là pour me faire voir. Et beaucoup de gens qui sont là aussi pour être invités, déjeuner pendant 3h30, et parfois il y en a qui ne voient même pas un match, hein, d'accord ? Et qui laissent les places et les loges vides. Donc là, il faut vraiment trouver un système. Ils vont trouver un système à la fédération, parce qu'ils travaillent dessus, j'en suis sûr. Mais c'est important pour les joueurs, mais c'était différent. Nous, on avait des gens qui jouaient au tennis. Donc les gens, évidemment, ils pensaient qu'ils allaient arriver à faire la même volée dans les moments importants. Parce que c'était des joueurs de tennis. Donc ils étaient intransigeants, versatiles. Moi, j'ai vu un match, on serait toute ma vie. Jean-François Cojol, le Français, qui joue Jimmy Connors, balle de match pour Jean-François Cojol, et le public se tourne, se met pour Connors. Encourage Connors. Parce qu'ils ne veulent pas que Connors perde pour le tournoi. Et ils avaient un Français qui pouvait aussi marquer l'histoire. Et ça a tué la carrière de Jean-François, qui est un homme extraordinaire. Et voilà. Et le public français, il est comme ça. Comme moi sur la finale en 88.
Ouais, c'est ça. À un moment, il dit ouais, Henri, puis ouais, bouh. Et là, mais t'as l'impression de pas être français. T'as l'impression de vivre dans le pays. Et c'est ton public. Ouais, donc c'est dur à gérer. Mais il est comme ça, Roland Garros, il est très très dur. On a pu le voir sur certains matchs, même des Français encore cette année, hein. Ouais. C'est clair. Il peut être aussi. Et c'est dommage parce qu'on a vu pas mal de matchs en début de tournoi où il y avait une Française qui jouait. Et il y avait 200 personnes sur le central. Ouais, ça c'est Ah, compliqué ça fout- ça. Là, pas facile. Ouais, surtout- C'est un public qui est très dur. Ouais. Mais qui te le rend bien aussi. D'accord? Je suis pas là pour le critiquer, bien au contraire. C'est un public qui peut vraiment te booster, t'emmener au plus haut pour gagner des matchs incroyables, mais il faut aller le chercher. Tu vois? C'est une communication avec ce Ouais, public faut français. réussir à avoir sa sympathie. Ouais, mais c'est comme un mariage, je t'aime Ouais. moi non plus, quoi. Tu vois, c'est l'amour. C'est ça. Donc, il y a des moments, c'est chaud. Et ce public français, forcément, il attend aussi la fameuse relève dont on parle tout le temps. Surtout à Roland-Garros, on va pas la rappeler. Non, mais c'est bon. Mais justement, pour toi, c'est pour Arthur Fils, Hugo Humbert, qui sont la nouvelle génération, il leur manque quoi sur terre battue? De s'entraîner sur terre battue. D'aller sur terre battue. Parfois, même l'hiver, de jouer sur terre battue. Rafael Nadal, il va sur terre battue, même l'hiver, hein. C'est la meilleure surface au monde pour travailler physiquement. Les glissades, le gainage, le tout. Si on veut avoir un vrai un joueur français qui gagne Roland Garros, il faut faire comme Yannick a fait, comme moi j'ai fait, comme d'autres joueurs l'ont fait, préparer la saison de terre battue. C'est-à-dire que tu la commences très tôt, avril, mars, et tu dis je fais la saison de terre battue. Et même avril déjà, tu vois, c'est-à-dire que tu peux faire parfois. Mais il y avait aussi une autre chose qui était très importante que la fédération a complètement délaissée, c'est que nous, à l'époque, on jouait sur terre battue tout le temps. On est né sur terre battue. Moi, je suis né sur terre battue. Je jouais quand j'étais gamin. Maintenant, il y a de moins en moins de cours en terre battue. Donc, il faut remédier à ça. Il faut repréparer nos enfants au plus jeune âge à jouer sur terre battue. Parce que c'est une technique totalement différente. Et pour pouvoir avoir un jour un futur vainqueur de Roland-Garros. Mais ça, c'est toute une préparation, organisation au sein de la fédération, des clubs, aider les clubs aussi pour pouvoir trouver les différentes pépites et restructurer tout ça. Parce qu'on a délaissé ça pendant au moins 15-20 ans et maintenant on est en retard. Et parce que la terre battue aussi, tu t'as parlé que c'est là-dessus qu'on apprend à glisser, parce que la transition, elle se fait plus facilement de terre à dur qu'inverse. Ah bien sûr. Et même sur terre, quand on écoute un peu les Espagnols surtout, c'est là que tu apprends aussi la science du jeu, puisque c'est une surface plus lente par moment et qui t'oblige à user tactiquement ton adversaire, à trouver des solutions. C'est la surface, à l'époque de notre génération, les années 80-90, au début 2000 ça a changé, c'était la surface la plus lente. D'accord ? Donc c'est une surface, la terre battue, c'est comme un jeu d'échecs. Tu poses une balle là pour pouvoir avoir l'autre balle plus courte, pour pouvoir jouer croisé court, pour pouvoir vraiment utiliser au maximum la géométrie du court. Donc il faut travailler avec des balles hautes, des balles slicées, balles qui descendent, qui s'écrasent, des balles plus tendues, ce qui est moins le cas sur des surfaces en dur, puisque qui a un rebond entre guillemets plus ou moins pareil, mais pas tout à fait, parce que quand tu fais un énorme kick, ça rebondit. Mais le slice est moins prononcé que sur terre battue. Donc c'est vraiment un jeu d'échecs. Et il faut vraiment que tu aies un sens tactique. Donc c'est quelque chose, c'est une stratégie totalement différente, avec énormément de réflexion. Sur d'autres surfaces, on l'a aussi, mais c'est plus instinct. Donc tu peux prendre la balle plus tôt. Tandis que la terre battue est une surface au plus qui évolue, qui peut être à la fois très glissante, qui peut être à la fois très lourde, qui peut être à la fois vraiment difficile, faux rebond. Que d'autres surfaces, tu n'as pas de faux rebond, c'est fini. Ça ne change pas, ça évolue. Peut-être le rebound ace en Australie à l'époque, au tout début, quand il faisait chaud, ça rebondissait très haut, quand il faisait frais, c'était plus rapide. C'est juste un petit peu la différence. Et la terre battue, tu apprends tellement que quand tu arrives là et que tu es prêt physiquement, mon gars, sur les autres surfaces, tu voles, quoi. Ah, et puis on l'a vu, par exemple, je prends l'exemple d'Alcaraz, le premier grand chelem qui gagne, c'est pas Roland, c'est l'US Open. Mais Donc mais oui. Et ça montre que ça
permet aussi d'être performant sur les autres surfaces, quoi. Bah, déjà, il avait un jeu qui lui permettait de pouvoir être plus puissant sur l'US Open, même s'il a quand même travaillé un peu sur terre battue, mais je pense qu'il a beaucoup moins travaillé au départ que Rafael Nadal sur terre Ouais. battue. Il était plus un joueur de dur, tu vois. Ouais, ouais. Donc après, il l'a travaillé parce qu'il a vraiment voulu gagner Roland Garros. D'ailleurs, on a vu son évolution dans le jeu, hein. Ouais, Il clairement. gagne contre Sinner parce que, voilà, il frappe plus fort au moment important. Sinner, si à 0,40, il tente un grand coup droit le long de la ligne, ça se trouve, il gagne Roland. Ouais. On ne sait jamais. C'est ça. Mais là, il a voulu jouer un petit peu avec lui, c'est lui qui fait la faute. Et Alcaraz a encore progressé. Donc, et d'un autre côté, tu vois, tu te retrouves à Wimbledon, qui est la surface la plus lente de toutes, plus lente que la terre battue. Et Alcaraz se fait attraper par Sinner. Donc, tu vois, il y a une logique où on doit s'adapter par rapport à la situation. Mais la terre battue restera toujours une surface compliquée. Donc, il faut se préparer. Et si on veut un Français, mon gars, des petits déjà, il faut les mettre sur terre. Il faut reprendre la terre battue. Très bien. Écoute, Henri, on se rapproche petit à petit de la fin Oui, parce que du sinon, on va rester 3 podcast heures. et de cette heure. Je voulais un peu avoir ta réflexion sur, dans ta vie en général, sur ta façon d'être, de penser. Il t'a apporté quoi, le tennis, de manière générale? La joie de vivre. J'ai une vie où j'ai vécu de ma passion, où je vis de ma passion. Des moments extraordinaires. Des moments de vie fantastiques avec des hauts et des bas. J'ai pu créer quelque chose de fantastique, de magique avec des copains. J'ai pu réaliser mes rêves, même si j'en ai raté quelques-uns. Et bon, là, on a toujours un petit... Bien sûr, c'est normal. Et je suis très heureux de la façon dont j'ai pu évoluer. C'est une leçon de vie, parce que tu dois t'adapter tous les jours. Et tu fais des bonnes et des mauvaises rencontres, ce que j'explique aussi dans mon livre, mais qui te permettent aussi d'évoluer. Mais quelle chance j'ai eu de vivre de ma passion. Parce que là, j'allais au boulot tous les jours. J'allais pas au boulot. Ouais. J'y allais... Je rêvais. Je vivais de ma passion parce que j'étais complètement absorbé par ce jeu, par ce plaisir, par ce public, par ce partage, par cette retransmission aussi par la suite, que j'aimerais faire un peu plus, qui est plus difficile, compliqué, parce que j'ai une vision qui est différente des autres. C'est pour ça aussi que j'ai réussi, que je suis atypique. Je rentre pas dans le moule. C'est-à-dire que moi, voilà, je suis une balle ronde, mais pas dans un carré, quoi. Donc il faut, il faut s'adapter. Mais je suis capable de le faire. Et puis pouvoir retransmettre tout ça. Donc moi, je suis très heureux d'avoir évolué, d'avoir compris beaucoup de choses et de pouvoir maintenant vivre aujourd'hui sereinement. Et est-ce que tu pourrais être entraîneur? Parce que tu dis que justement tu es atypique, tu as des fois des façons de penser sur le tennis qui ne sont pas forcément celles que tout le monde pense. Tu pourrais coacher quelqu'un Bien sûr. actuellement sur le circuit? Tu y as déjà pensé? Bien sûr. Ah bah, j'ai déjà essayé de travailler avec différentes personnes. C'est plutôt eux qui n'ont pas voulu accepter les directions et la façon de pouvoir se préparer. Après, il faut avoir la personne qui est vraiment envie, parce que moi, je connais toutes les astuces, les bons et les mauvais côtés. Donc, mais par contre, je suis un passionné. Je ne suis pas un porteur de valises et de raquettes pour les donner accordées. Il faut aussi respecter. Moi, quand j'avais des entraîneurs, je les respectais. On n'est pas là, c'est pas parce que tu es tout d'un coup, c'est comme une société, tu as tes propres salariés et que c'est toi qui décides, tu dois les traiter comme des moins que rien. Mais il faut surtout avoir quelqu'un qui ait vraiment envie. Parce que c'est du temps, c'est de la responsabilité, et puis c'est aussi quelque chose, c'est un rêve. Donc après, tout ça mis bout à bout peut créer quelque chose de fantastique, parce que je suis quelqu'un qui aussi doit trouver un joueur qui a le peps et la folie. Ouais, Moi, il faut quelqu'un qui a une folie, quoi. Ouais. Toi, entraîner public, ça m'aurait plu, toi. Ça m'aurait plu, toi. Ou un Kyrgios. Kyrgios, oui, mais donc Kyrgios, il a quand même il est imbu de sa personne,
il permet de critiquer les meilleurs joueurs du monde. Ouais, c'est plus J'ai compliqué. j'ai du mal, tu vois. Je respecte, bravo. Il a fait finale de Wimbledon, bravo. Mais il a un peu gâché sa carrière quand Ouais. même, le mec. Alors, après, t'as d'autres joueurs, mais Ouais, on a aussi des joueurs français qui avaient un potentiel, un talent. Mais après, il faut que ça rentre aussi dans sa direction à lui, C'est à ça. faire des efforts. Tu vois, c'est toute une harmonie qu'il faut Ouais, accepter. c'est Un une entraîneur horlogerie, quoi. doit être là pour son joueur, pour lui apporter un plus, pour lui faire comprendre dans quelle direction il doit aller, pour qu'il lui fasse confiance. C'est pas le joueur qui va dire à l'entraîneur, bon, j'aime ça, tu me fais faire ça. Ouais. C'est mort. C'est même pas la peine de commencer. Hein. C'est cuit. Ça marchera pas. Ok, très bien. Écoute, je vais te poser la dernière question du podcast. Ça va être le nouveau petit rituel que nous, on va faire sur Vas-y. les premiers épisodes et tu vas être le premier Oh à le faire. Là, tout de suite, maintenant, je te donne une baguette magique. Tu peux retourner à n'importe quel moment de ta vie, que ce soit professionnel ou non d'ailleurs, et tu dois dire une phrase à une personne. Tu prends qui et tu lui dis quoi? Ah, Peu importe, c'est pas forcément professionnel, ça peut être dans le perso. j'ai une baguette magique. Ouais, n'importe quand. Je vais pas aller dans le perso. Je vais prendre Ayrton Senna. J'aimerais Très bien revivre les 3 jours que j'ai passés avec lui. Ok, et tu lui dis. Et je lui poserai beaucoup plus de questions. Parce que c'était un homme extraordinaire. Ouais, Ouais, c'est mon. inspirant. Il est toujours pour moi. Il est magique. Il est mystique. Il est d'une gentillesse, d'une générosité et d'une humilité incroyable. Et j'ai appris beaucoup pour lui. Après, j'ai appris tu vois, aujourd'hui. Dans ce monde où il était un peu. Lorsqu'il m'a expliqué la zone. Et pour moi, c'est un génie. Parfait. Bah, ce sont des très beaux mots pour finir Voilà. ça. Et Merci à toi. Bah, merci à toi. Merci d'avoir passé cette heure avec moi. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi, devant votre écran, et si vous nous écoutez sur Deezer, Spotify, vous avez pris beaucoup de plaisir. Nous, on se retrouve évidemment bientôt pour un nouvel épisode. Et puis du coup, à bientôt. À bientôt, Henri. Merci. À bientôt. Avec plaisir, quand tu veux. C'est nous. Ciao.